Bon, ce soir, je vous emmène dans la vue antérieure du bras. On va s'offrir une cage orientée à gauche. Ça, une cage orientée à gauche et un bras droit que vous étalez. Hein? Bien, en avant. Donc, je mets un crâne quand même pour que ce soit en place. Un rachis, une cage, orienté par là, le bras orienté par là, hein, c'est-à-dire ça, si vous voulez. D'accord? Bien. Donc, le crâne, le rachis, je suis assez. Oui, je pourrais le mettre un petit peu plus par là. Le crâne. Voilà, ce serait mieux équilibré. Le rachis. D'accord. Ensuite, j'efface pour pas qu'on se trouble. Voilà. Donc, la cage, première côte, hop, sternum, la cage elle-même, voilà. Voilà, le rachis lombaire. Mon crâne est peut-être un peu petit. Fosse orbitaire, fosse nasale, massif dentaire, branche montante, branche horizontale, os jugal, maxillaire. Voilà, on ira voir ce que ça donne tout à l'heure. La cage est peut-être maintenant à sa place. Il faudra que j'ai diverses côtes, je vais en avoir besoin pour une fois. Le rachis. Ensuite, je ne mets pas la clavicule dans un premier temps, donc je regarde. Parce que je ne vais pas mettre la clavicule, je vais mettre l'omoplate pour bien insister sur certains points sur lesquels je n'ai pas insisté tellement jusqu'à maintenant et dont j'ai besoin aujourd'hui. Pas mauvais, la cage est un peu petite. C'est bon. Donc, un homme, hein? Fosse orbitaire. Fosse orbitaire. Fosse nasale. Massif dentaire. Branche montante. L'os de la joue. On revient par là. L'os de la joue. Pitié. L'os de la joue. Ensuite, le volume crânien, la branche horizontale, les apophyses mastoïdes, n'est-ce pas? Et le maxillaire bien anguleux. D'accord? Voilà. Et ensuite, je reviens là. D'accord? Bien. Vous voulez du fusain là-dedans? Voilà. Ensuite, vertèbre cervicale. On n'en a pas besoin aujourd'hui. La première côte. Alors là, j'en ai besoin. Donc, vous commencez à être habitué. Manubrium sternal. Mais malgré tout, vous n'êtes pas suffisamment habitué, je crois, encore pour certains d'entre vous, pour que je me dispense d'un agrandissement. Donc, le manubrium sternal, la poignée du sternum, si vous voulez, comme un nœud de cravate tel que moi, j'en porte jamais, puis je porte plus de cravate. Comment on le fait, celui-là? On le fait en allant comme ça, puis en allant comme ça, et ça fait ça, symétrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous le construisez comme un nœud de cravate de province, comme ça, et puis vous descendez la lame,
et vous mettez l'appendice exiphoïde en bas. Hein? Donc, vous vous souvenez que à la partie supérieure, ici, ça reste palpable, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas question d'y mettre quoi que ce soit, fourchette sternale. Hein? Là, vous pouvez faire un repérage quoi qu'il arrive, et vous aurez de part et d'autre de cette fourchette des cordes, hein, qu'on voit très bien, dont on parlera dans un certain temps, qui limitent la dite fourchette. Bon. Maintenant, ça je vous l'ai expliqué plusieurs fois, mais soyons bien précis. Vous avez ici deux concavités. Deux concavités. Une là et une là. Et vous redescendez calmement, après vous n'avez plus rien. Donc, je précise une fois de plus, deux concavités. Ici. Celle du bas recevra quoi? Oui, soyez gentil. La première côte. D'accord? Celle du bas reçoit la première côte. N'est-ce pas, le cartilage de la première côte? Eh bien, si vous voulez, on y va. Donc, on place les cartilages de la première côte et on donne les concavités correspondantes. Schlack, schlack. D'accord? Ici, l'angle de Louis entre la poignée du sternum, le manubrium, et la lame. D'accord? Bien. Alors, et on attend parce que j'ai décidé de ne pas mettre la clavicule maintenant. Donc, si vous voulez, on place la fourchette ici, n'est-ce pas? Et on garde en réserve la première concavité. Ça vous va? Voilà. Question. Première côte, où est-elle? N'est-ce pas? Vous prenez votre clavicule, ici, là, et vous vous posez en dessous, tout simplement, et vous appuyez sur la première côte. Hein? Vous prenez une clavicule, en voilà une, vous la posez à sa place. Quand vous palpez votre clavicule, juste en dessous, vous vous appuyez sur la première côte. D'accord? Bon, mais pédagogiquement parlant, je n'ai pas envie de mettre la clavicule maintenant. Question. La première côte, c'est la base du cou. Est-ce que c'est bien dans votre dessin, ça, dans votre esprit? Voilà. La première côte, ce n'est pas seulement le départ de la cage thoracique, n'est-ce pas? C'est la base du cou. Si je marche comme ceci, je verticalise la première côte. Voilà. Si je marche le cou très vertical, j'horizontalise la première côte. D'accord? Les gens qui sont crevés ont tendance le soir à verticaliser la première côte. Et quand on prétend être en forme, on sort sa première côte. Celui-là, il avait une première côte assez large, exostosée de ce côté-là, assez large, comme une lame de couteau Opinel, si vous voulez. D'accord? Question? Non, c'est bon. Donc, on se place bien la première côte, n'est-ce pas, ici, voilà, sans insister trop sur les détails dont on n'a rien à faire, voilà, et on attend la clavicule pour la suite des événements. Alors, exceptionnellement, ce soir, j'ai besoin de quelques cartilages. En fait, il y en a 7, donc je vais les placer tous les 7. Le deuxième, vous le savez très bien, arrive à l'angle de Louis, d'accord, et il est horizontal. D'accord? Le 7e est ici. Hein? Il n'y a qu'à vous débrouiller pour que ce soit relativement harmonieux et descendre de 3 à 7. D'accord? 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. N'en faites pas trop. Le dessin des côtes, c'est toujours dégueulasse. Sauf si on est très inspiré, comme Dürer dans une Pietà ou Dieu sait quoi. Mais sinon, il vaut bien mieux s'abstenir. J'en aurais besoin un tout petit peu. La notion, si vous voulez, essentielle, c'est que les côtes descendent, regardez, les côtes descendent et les cartilages montent. Alors, ce qui est affreux dans les bouquins de sciences nat, c'est que tout le monde fait le tour, comme sur un cadavre, qui remonte comme ça. Vous me suivez? Avec le rachis qui a perdu ses courbures. Non, sur le vivant, il vous suffit de lever les bras, de vous regarder dans votre miroir, ça descend, les cartilages montent.
D'accord? Donc, on va indiquer comme ça, très sommairement. Hop, hop, ça me suffit. J'ai besoin de 3, 4, 5. 3, 4, 5. Elles sont là. En avant, en avant, en avant, en avant. Voilà. Question. Je vais sortir le rachis lombaire, si vous voulez. Yac! Voilà. Et en avant. Question. Non, tout ça, ça a l'air d'aller. Hein? Bon, ben on va sortir une omoplate vue de face, ce qui est un peu paradoxal, malgré tout. Hein? Ça, vous n'avez pas tellement l'habitude. Voilà. Alors, si je parle de l'omoplate, classiquement, de dos, en avant, vous avez l'acromion, le tubercule trapézien, le départ de l'épine, l'angle supérieur qu'on ne voit quasiment jamais sur le vivant, la cavité glénoïde, et là, le retour de courbure qui permet l'insertion du grand rond. Ça va? Ça, c'est classique, je pense que vous connaissez bien. Si je prends à l'inverse, c'est une omoplate droite? Oui, ça marche. Si je prends à l'inverse, ça, à la rigueur, vous pouvez le dessiner sans problème. Vous savez même que dans le bas, ici, il y a une espèce d'aspérité où vient la longue portion. Donc, vous descendez, le retour de courbure du grand rond, ça doit aller. Cet angle-là, vous devez connaître. Le malheur, c'est que ça ne nous intéresse pas tellement aujourd'hui. Et puis là, on a l'angle qui redescend, vous êtes d'accord? On aura l'acromion en fuite ici, mais là où il va se passer quelque chose, c'est qu'on sait très bien qu'on a un doigt projeté en avant qui appartient à l'omoplate, d'accord ou pas? Apophyse coracoïde, corax, coracis, le corbeau, un bec de corbeau qui vient en avant. Ça vous va? Vous vous souvenez? Tête de l'humérus, ça pivote en dedans. Le bec de corbeau, vous y êtes, ça ne bouge pas. Ça marche. Et après, la cage. Bon. Donc, je prends ça tout bêtement. N'est-ce pas? Je sors ça. Je place. Cette fois-ci, ça devient vraiment primordial. Voilà. Le bec de corbeau. Vous êtes d'accord? La cavité glénoïde. Voilà. Le retour de courbure du grand rond, et là-bas, l'acromion qui fuit vers l'arrière. C'est le bord externe de l'acromion. Si le type était très musclé, avec un deltoïde moyen puissant comme ceux qu'on a vus, cet acromion est dentelé. Question. Ça marche? Bien. Mais la cage passe là devant, n'est-ce pas? Si je m'amuse à placer ça devant ma cage thoracique, il en reste très peu. On est d'accord ou pas? Si je lève le bras, si j'abaisse le bras au maximum, mais ce que je remarque surtout, c'est l'extraordinaire importance de cette apophyse coracoïde, dont je n'ai quasiment jamais parlé, puisque je ne me suis jamais trouvé dans cette attitude de trois quarts d'eau. Vous êtes d'accord? C'est une espèce de, n'est-ce pas, de doigt tendu en avant qui ne doit pas être là pour rien. Hein, c'est vraiment, ça doit être c'est le point de départ de muscles puissants. D'accord? Et en plus de ça, très important, du genre biceps, etc. Donc, en plaçant la cage thoracique, je coupe carrément ici. Me suivez-vous? Je recommence. Je n'ai pas une ceinture scapulaire, là, si. Voilà. Je prends ma ceinture scapulaire, je la pose ici. Qu'est-ce qui dépasse? Vous voyez? Ah, non, je ne voulais pas mettre la clavicule. Donc, je recommence ici, n'est-ce pas? Coracoïde, cavité glénoïde. Mais vous voyez, c'est tout. Hein. On y est? C'est vraiment peu de choses. D'accord? Mais tout est là. Donc,
C'est exprès que je n'ai pas placé la clavicule. Je place ma cavité glénoïde en fonction de la position du bras. Hein? Si j'avais levé le bras vers le haut, je l'aurais placé ici. Si j'avais abaissé le bras au maximum, n'est-ce pas, je l'aurais coincé là. Vous me suivez? Ce n'est pas une extraordinaire mobilité, mais quand même. Voilà, si je prends un axe à peu près ici, vous voyez combien je peux la faire pivoter. Donc, allons-y. La cavité glénoïde, donc vous conviendrez avec moi que c'est vraiment rien comparé à une cavité cotyloïde du fémur. On se déboîte le bras relativement facilement, quasiment jamais le fémur, on préfère se casser le col. Ou du moins le bon Dieu préfère ça. Question. Mais vous êtes un peu sinistre là. Jean-Marc, tu as bien une question. C'est pas possible, il y a bien un petit détail anatomique qui te préoccupe. Voilà, tu vois, je me doutais que tu te demandais quelque chose. Vous avez une forme de doigt, mais pas tendue, une forme de doigt un peu recourbée. Qui ça, l'apophyse coracoïde? Oui, oui. Comme tu veux. Comment il fait par rapport à la cavité glénoïde? Il est au-dessus ou il est sur le côté? Mais il se permet tout de même des fantaisies. Parce qu'en fait, il est la source du biceps, l'une des sources du biceps, et surtout d'un muscle qui se trouve sous le biceps, que je vais vous donner bientôt. Cet axe-là, directionnel et fonctionnel, ça, c'est lui. C'est elle, cette apophyse coracoïde. Donc, voilà, on va par là. Mais, si j'abaisse le moignon de l'épaule, ce qu'en général les gens ne remarquent pas, j'ai là une boule au départ de la cage thoracique, posée là. Si ce muscle n'est pas puissant, ça se voit très très bien, surtout chez les femmes, n'est-ce pas? Au-dessus du sein, on a un creux. Et le sein, une femme qui prétend avoir une belle poitrine, c'est une femme qui respire. C'est pour ça que toutes ces nigaudes, le mégot à la bouche, c'est mal parti, n'est-ce pas? Pour avoir une belle poitrine, regardez les mailloles. Je ne vous dis pas que ce soit... Enfin, ce n'est pas pour moi une référence, mais quand même, qu'est-ce qu'elles font? Vous me suivez? En plein jardin des Tuileries, d'accord? Donc, elles gonflent la cage thoracique, ça remonte. Il n'y a pas d'histoire de grand pectoral pour la cage thoracique. Les malheureuses qui font des pompes, elles ont, c'est l'éternel dessin, je vous l'ai fait, non, peut-être pas cette année. Si vous prenez l'Aphrodite de Cnide, qui visiblement a dû être restaurée ces temps-ci, donc, si vous prenez l'Aphrodite de Cnide au Louvre, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'elle a le sein comme ceci, si je ne me trompe, le bras ici, une merveilleuse courbure lombaire, le fessier, la courbure ici, la cuisse qui démarre. Vous voyez? Et là, ça ne fait qu'un plan. Qu'est-ce que va devenir cette affaire si l'Aphrodite de Cnide avait fait des tractions avec les grands pectoraux? Eh bien, bien évidemment, elle aurait perdu la graisse du sein. La graisse du sein, il ne faut pas croire qu'elle soit circonscrite comme dans les... Je ne sais pas, on voit ça parfois. Il y a des soutiens-gorge où on a l'impression que ce sont deux demi-sphères. Et un peu les chirurgiens, quand ils mettent du polystyrène, comme ils sont assez simplés, ils coupent une section de sphère et ils la collent. Mais non, c'est à croire qu'ils n'ont jamais regardé ni palpé, n'est-ce pas? Le sein remonte au-dessus de la clavicule. Alors, si la malheureuse s'est dégraissée, elle a le trapèze, la clavicule, le grand pectoral parce qu'elle a fait des pompes, n'est-ce pas? Et le sein qui est repoussé vers le bas. On a le choix. C'est relativement plus réaliste. Alors, si vous descendez ici, elle ne va pas avoir de péri ombilical. Vous pouvez, pendant que vous y êtes, lui mettre des grands pectoraux, etc. C'est monstrueux. D'accord? Donc, en fait, et quelle était la question? L'apophyse coracoïde, son orientation, mon ami, je crois que si tu regardais toutes les omoplates, je pense que tu verrais... Voilà, là, il y a un très bon exemple. Voilà, elle n'a pas du tout la même orientation ici et là. Là, elle est plutôt à 45 degrés, comme ceci.
n'est-ce pas? Et dans cette omoplate gauche, mais ça revient au même, elle est à 30 degrés par là. Donc, elle obéit aux muscles qui tirent sur elle. Coracobrachial biceps d'un côté et surtout petit pectoral de l'autre côté avec ces trois gros faisceaux. Le petit pectoral soutient la poitrine, d'accord? Je ne parle pas du sein, je dis il soutient le volume de la poitrine. Il n'est pas le seul à soutenir le volume du sein. Ça marche? Merci, elle est bonne. Une autre? Non? Bon. Alors allons-y, mettons-la. D'accord? Coracoïde, comme vous voulez. Alors si vous voulez, vous lui donnez un côté romantique ou Dieu sait quoi. Et puis là-bas, vous mettez l'acromion en fuite comme ça, le bord externe de l'acromion. Vous m'indiquez discrètement, sans attacher à la cage thoracique, bon sang, hein? Il faut que ça glisse derrière. Donc vous renforcez le trait qui vous détache tout ça de la cage thoracique. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas assez détaché, donc quitte à tricher un peu, remettez-moi, d'accord? Voilà. Voilà ce que je vous propose. Question? On peut y aller? Alors maintenant que vous avez mis cette omoplate dans le vide, n'est-ce pas? Vous pouvez raccorder. Hein? Vous avez placé l'omoplate dans le vide. Vous pouvez raccorder avec la clavicule, car vous grimpez aux arbres. Vous me suivez? Chez le cheval, il n'y a pas de clavicule. D'accord? Les animaux grimpeurs raccordent. Et les oiseaux? Les oiseaux qui vont de l'Alaska à Tahiti, sans escale, qui pèsent 270 grammes au départ et 112 à l'arrivée, en moyenne. Vous les voyez faire? Enfin, je ne vais pas faire l'oiseau. Ça, abaissement, etc. Vous imaginez la puissance pectorale qu'il leur faut? Si on avait ça, nous, on s'étoufferait. Oui, opprimé par les grands pectoraux. Qu'est-ce que vous allez faire pour les oiseaux? Eh bien, vous allez leur mettre une clavicule classique. Quand vous mangez du poulet, par exemple, vous voyez bien, c'est un nom, je crois, le truc qui fait ça. Et puis, vous avez peut-être vu un gros pilier qui part de... Il faudrait que j'ai un poulet. C'est un gros pilier qui part du sternum, n'est-ce pas, et qui maintient le haut de la clavicule. On appelle ça le pilier coracoïdien. Et ça empêche absolument l'oiseau de s'étouffer avec le mouvement d'abaissement et le mouvement d'ouverture. Je ne suis pas très doué pour le vol de l'oiseau. Comar fait ça très bien. D'accord? Donc, nous avons une clavicule. L'oiseau en a une énorme, le pilier coracoïdien. Je vais peut-être mettre la clavicule en blanc. Hein? Donc, on avait réservé ici une concavité. Voilà, on va descendre la clavicule. Alors, c'est un homme, donc on n'hésite pas à sortir les extrémités externes et internes, pas trop de continuité, voilà. On lui a un peu levé le bras, mais ce n'est pas trop grave. Voilà, donc il lève un peu le bras, hein. Il fait un peu ça. D'accord? Il ne fait pas ça, il fait un peu ça. Donc de l'autre côté, si vous voulez, on peut lui mettre une autre clavicule en raccourci avec ses courbures. Et voilà. Question? Non, vraiment pas? Eh bien, on va descendre l'humérus. C'est un petit peu coincé, hein? C'est rigolo. Donc, on lui descend l'humérus droit. Tête de l'humérus. Je vais replacer mon... Je n'ai pas tellement de place, donc je déplace mon acromion. Tête de l'humérus, vous êtes d'accord? Tête de l'humérus. J'en prends la moitié pour articuler. Avec le reste, je me fais des surfaces d'insertion. Et là,
ça va être relativement sérieux ce soir, car on en a besoin. Donc, j'en prends la moitié pour l'articulation. D'accord? Je place un angle droit qui, bien évidemment, correspond à la grande tubérosité du fémur. Et puis, en avant, la petite tubérosité. Mais vraiment en avant. Alors que je vous le rappelle, pour le fémur, c'est peut-être pas mauvais de vous le rappeler, pour le fémur, la tête, le col, la grande tubérosité, la petite tubérosité, et on descend la diaphyse. D'accord? Donc ici, rien à voir, pas de col, la petite tubérosité vient en avant, la grande reste à sa place, et puis surtout, n'est-ce pas, la sphère est beaucoup moins complète au niveau du bras, n'est-ce pas, qu'au niveau de la hanche. Question. J'efface parce que ça me gêne. Donc, je descends un numérus tout bête, de face, avec l'épitroclé ici qui rentre dans le creux de la taille, bien évidemment. Ma 10e côte est là, mon creux de la taille est ici, je vise. Donc, je descends. Vous voulez un coup de fusain? Ma tête de l'humérus, la voilà, hop, voilà. Je descends mon humérus jusqu'ici, une seule courbure, sans problème. Épitroclé. Ça vous va? D'accord? Ça marche? Si je prends celui-là qui est un peu plus long et gauche, pof. Ça marche? Donc, une fois que vous avez ça, en fonction du caractère que vous décidez de donner au personnage, en l'occurrence, là, on ne va pas tomber dans la fêterie et les nuances. D'accord? Donc, pas trop de cubitus valgus physiologique, on se calme, un peu de cubitus, un peu d'obliquité. Ça marche? De l'autre côté, quelle forme vous avez? Une contre-courbure longue qu'on retrouve sur le vivant. D'accord? Ici. Et bien évidemment qu'on retrouve sur l'os. Là voilà, ça vous va? Qui atteint l'épicondyle. Question. Tarek. Elle touche ma clavicule? Non, non. Ah, ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Il faudra opérer. Non, tout est fait pour que dans tous les mouvements, ça ne touche pas la clavicule. Ce serait dramatique parce que c'est une source musculaire. Elle, avec la gueule qu'elle a, de toute façon, cette apophyse, elle ne peut pas être autre chose. Regardez ça. Vous voyez? Celle-là, tiens, regardons-la un tout petit peu. Oui, 25 à 30 degrés. Vous voyez ce machin-là? La clavicule, mon cher, elle passe tout de même. Est-ce que j'ai une clavicule là? Oui, j'en ai une. Elle ne va pas du tout avec ça. Hein. Bon, c'est vraiment de la petite nature. Mais vous voyez, ça se passe tout de même bien en avant et au-dessus. Quand vous touchez là, vous sentez bien que votre coracoïde est là et la clavicule est à un bon pouce en arrière. Si je lève l'articulation clavicule omoplate fait ça et ma coracoïde se dit chic, ça me fait un bon abri. Quand je suis là, l'auvent est relativement mince, mais quand je suis comme ça, la coracoïde est très abritée. C'était bien la question? D'accord. Donc, ce qu'il y a là de choquant, c'est que là, c'est peut-être ça ce qui vous a donné cette idée. J'ai eu peur de l'avoir mal dessinée. C'est que là, le jaune, si vous voulez, est trop... Voilà, là, vous avez moins l'impression que ça puisse toucher. Peut-être, non? Ça va? Hein? Et si je redessine un peu la clavicule, ça ne fera pas de mal. Ça vous va? Là, c'est bon. C'est bon? Question? Non? Bon. Alors, pour l'humérus, revenons à lui. Parce que ce soir, j'ai vraiment besoin...
Vous dormez au premier rang, pourtant je gueule fort, non? Et pourquoi vous êtes mis là? Vous voyez rien, là, non? Reculez d'un rang. C'est la première fois que vous venez avec vos boîtes de crayons de couleur? Non? Vous êtes très mignonne, mais vous auriez pu vous mettre au deuxième rang, d'autant plus que ça m'intimide, moi, tout d'un coup, de vous retrouver là. Alors, donc, vous savez ici, ça va? Bon, alors, on y va? Vous avez ici le V deltoïdien, d'accord? Hein, en surplomb, ma contre-courbe est là. Hein. Donc, ce n'est pas compliqué du tout. On descend ça, et on attend le V deltoïdien, d'accord? La gouttière, elle sera en arrière. Donc, et ici, on repart. C'est peut-être un peu lourd, mon truc. On sent que j'ai besoin d'aller expliquer dedans. Hein. Voilà. Donc, je vais tout de même un peu alléger parce que ça finit par être très laid. Voilà, je vais l'amincir. Donc, voilà un numérus qui m'a l'air un peu ignoble. Voilà. On va tailler dedans. Ça ne lui fera pas de mal. Ça vous va ? Voilà. Et voilà. Bon, je commence par le plus simple. Est-ce que vous connaissez le mieux? Le bas. Surtout pas de symétrie. Hein? Vous avez deux fonctions, flexion-extension, d'accord, et rotation du radius. Hein? Vous avez deux flexions. Voilà, il faudra que ça. Voilà, ça puisse se fléchir et s'étendre, d'accord? Et puis, il faudra que votre main puisse revenir, comme c'est du moins le pouce, pivoter autour du petit doigt. Hop, d'accord? Donc, en bas, il faut que vous ayez la lecture de ces deux mouvements au niveau de l'os. Donc, la flexion-extension occupe les 2/3 de l'espace, alors que la rotation n'occupe qu'un tiers. Si vous voulez, finissons-en avec la rotation, c'est peut-être plus simple. Là, vous n'êtes pas vu de dos, comme dirait l'autre, vous êtes vu de face. Or, cette rotation, elle se fait vraiment vue de face. Hein, vous la faites là, vous ne la faites jamais, vous pouvez la faire là, mais vous ne la faites jamais. Le bras à 90 degrés en arrière, ça ferait étrange, n'est-ce pas, dans les transports en commun. Donc, vous avez votre sphère, n'est-ce pas, de rotation, et vous avez votre trochée, très asymétrique, pas trop, c'est un homme, mais quand même pour que le cubitus s'en aille obliquement, pour dégager le cubitus et dégager l'avant-bras, n'est-ce pas, par rapport à la direction du bras. Question. Ça marche? Bon, on peut peut-être donner, sans trop s'attarder, tout ça vous connaissez. Donc j'ai le droit d'y aller. Vous pouvez donner le cubitus tel que vous le voyez là, c'est-à-dire très peu. Hein. Aucune des caractéristiques du cubitus ne se porte en avant, sauf cette toute petite apophyse en bec de corneille, cette fois-ci, coronoïde, n'est-ce pas? Toute petite apophyse, mais qui ce soir va avoir énormément d'importance, qui se glisse là, correspondant, vous vous en doutez bien, au côté clé, au côté clé, n'est-ce pas, du cubitus. C'est-à-dire, c'est ce petit bec-là, dans la vue de profil, ça va, que vous retrouvez là en avant, apophyse coronoïde. Pour tout vous avouer, quand j'étais jeune, ici, je croyais que ça voulait dire en forme de couronne. Je n'ai lu plus tard dans des bouquins que c'était cette fois-ci le bec de corneille. Question? Non? Bon, vraiment pas. Si, Olivier. Comment? Comment faire la différence entre un numérus féminin et un numérus masculin? On va pas dire typiquement masculin. Comme entre un homme et une femme, à peu près. C'est pas évident?
Ça sont deux gauches, ça c'est un monsieur, ça c'est une dame. Les courbures, je ne vais pas vous le faire caresser quand même, mais les courbures sont très différentes, l'obliquité en bas plus forte, la trochlée, avouez que c'est très accusée, elle n'a presque plus de versant externe. Donc on sent que l'avant-bras file. Vous voyez, en dehors, enfin du moins par là. Ça marche. La gouttière de torsion est plus chic. Et le tout est plus fragile. Mais heureusement, c'est un os du 19e siècle ou même du 18e. Donc il est plein, il n'est pas hygiénique comme les os du 20e qui ont été trempés dans l'eau oxygénée. Donc il a bien survécu. Ça va ? J'en ai vu de plus jolis. Moi, dans les os du XXe siècle, là, qu'on trouve chez les marchands d'os, vous voyez, au bout de quelques années, dans quel état c'est. Dès que vous les faites tomber, ça se casse autant comme autant, ça devient éminemment fragile. Heureusement qu'on n'a pas ça sur soi. Hein, parce que c'est vraiment de l'éponge solide, si vous voulez. Hein ? Qu'est-ce que je racontais ? Oui, je n'achète que des os de mâle parce qu'ils résistent un peu mieux, si vous voulez. D'accord ? Si vous allez chez, je ne sais pas... autour du jardin des plantes, etc. Vous trouvez quelques os authentiques. En général, maintenant, on vend plutôt des os en plastique. Voilà. Oui, alors, si c'était un humérus féminin, ici, mis à côté de celui-là, d'accord ? Comment je le dessinerais ? Ben déjà, j'insisterais beaucoup plus sur la courbure, là, au départ. Ensuite, j'obliquerais beaucoup plus ici. Je me fais comprendre ? C'est-à-dire que de ça, je passe à ça pour assurer mon cubitus valgus. Ensuite, comme vous venez de le voir sur l'os, je force beaucoup plus la symétrie de la trochlée. Et évidemment, je me retrouve avec un humérus beaucoup plus oblique. Ça va, je n'ai pas besoin de faire venir Valérie avec les bras très en dehors. C'est évident. Et pour les petites au premier rang, là, ça va ? Oui, venez donc nous les montrer. C'est gentil. Même en rouge, ça se voit très bien. Allez, on va faire le truc habituel. Parce que malgré tout, vous êtes tellement silencieux qu'on ne sait jamais. Venez là, ma belle. Voilà. Voilà un homme à gauche. Vous êtes d'accord ? Et une dame à droite. Ça va ? Vous voyez que là, ça se suit complètement. N'est-ce pas ? Ici. Et il y a même ça s'ouvre un peu parce que l'articulation va en avant. Vous suivez ? Et si alors vous prenez le bras comme ça, vous voyez que c'est tout tordu, regardez là. Vous voyez, c'était extraordinaire. Ça, c'est de la vraie femme, quoi. Vous voyez ? Je ne peux pas aller plus loin. C'est bien un malheur, hein ? Parce qu'on aurait eu la rétrodeltoïdienne qu'on aurait pu palper, là, vous me suivez ? D'accord ? Ça va ? Non, mais c'est superbe, là, quand même, non ? Et ça, mon ami, là, vous comprenez à tous les coups. Ça, c'est l'épitroclé qui est là. Hein ? Question ? Elle est au premier rang. D'accord ? Merci. Alors, question. Oui, vous savez pourquoi ? C'est pour... Oui. Qui a envie de la poser, celle-là ? Pourquoi y a-t-il ce phénomène et cette différence ? C'est la question que vous vouliez poser. Ben parce que si nous nous étions mis l'un à côté de l'autre, ce n'était pas simplement au niveau du bras, c'était au niveau du torse. La situation, étrangement, qui convient le mieux au bon Dieu dans sa conception structurale du corps humain, c'est celle-là. Il a tout prévu pour ça, pas pour ça. Vous me suivez ? Quand on se met comme ça, on se met dans une position idiote, quoi. Il n'y a que dans les livres d'anatomie qu'on est comme ça, ou la mort. D'accord ? Ce qui est à peu près la même chose que l'anatomie. D'accord ? Mais quand vous êtes vivant et que vous vous laissez aller, vous voyez, vous pouvez très bien vous mettre comme ça. Et là, vous ne pouvez pas glisser une feuille de papier entre le bras, grosso modo, c'est-à-dire le membre supérieur, le bras, l'avant-bras, la main, le poignet et le torse. Ça marche ? Elle non plus. Donc, comme elle n'a pas les mêmes épaules que elle n'a pas le même torse, si je l'embrasse, ce qu'à Dieu ne plaise, je fais ça. Je ne vais pas faire... Vous me suivez ? D'accord ? Donc, si par contre, elle me dit... je ne sais pas ce qu'elle pourrait me dire, mais enfin, elle fera ça. Tout net. Vous me suivez ? Donc, elle tapera sur le dos. Excusez-moi, j'étais un peu familier là. Alors, elle tapera sur le dos, la main à plat. Vous n'allez jamais embrasser un mec en faisant « ouhou ». Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas cylindrique en coupe.
N'est-ce pas? C'est pas Miss Auvergne, 110, 110, 110. Ça rentre dans un tube. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc, nous, on ne rentre pas dans un tube, on est passé au laminoir. D'accord? Donc, bien évidemment, le membre supérieur, pour qu'il puisse obéir à cette différence constitutive, eh bien, voilà, au niveau de la taille, il faut qu'il puisse se retourner, donc il va beaucoup plus en dehors et même plus en arrière. C'est ça qui est étonnant. Chez la femme, il fait boum. Vous me suivez? D'accord? Voilà. Peut-être que ça a un sens qui m'échappe un peu, sur lequel je n'ai pas tellement envie d'insister. Alors, je n'ai pas mis le radius. Donc, ce radius, dans cette position que je n'aime pas, mais qui permet tout de même commodément d'envisager les choses. Sous la sphère, il y a une cupule, c'est logique. Et bien, pour que ça s'articule avec ça, vous me mettez une cupule, hein, bêtement. Petite coupe. Voilà. Oh, on ne la voit pas. Je n'ai pas de radius tout seul. Si, ça, là, vous devez, plus ou moins, parce qu'il y a un bout de ferraille. Enfin bref, croyez-moi sur parole. Donc, il y a une petite coupe que vous glissez sous la sphère, comme ça. N'est-ce pas? Une cupule. Et alors, vous descendez tout bêtement pendant un certain temps, sans vous préoccuper du pouce. Après, il va falloir s'occuper du pouce. Mais dans un premier temps, la grande fonction du radius, c'est de donner insertion au biceps. Et il attend ça. Ça se voit très très bien. N'est-ce pas? Regardez. Il descend et il ne pense qu'à ça. Vous voyez? Après, il s'occupera du pouce. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Vous le dessinez comme ça, schlac. D'accord? Il est là. Il attend le biceps que voilà. Enfin, le faisceau direct, on va en reparler tout à l'heure. Et après seulement le pouce, et hop, à ce moment-là, on pivotera. Donc, ce soir, ça n'est pas notre préoccupation, mais insistons beaucoup sur ceci, car je vais m'en servir. Ça y est, est-ce que vous y êtes, là? Pas de questions? Je peux y aller? Là, je vais me lancer dans un truc. Ça va? Alors, tout à l'heure, vous vous souvenez de ce que j'ai raconté à propos du fémur? Petit truc, grand truc, trochiter, trochin, trochanter et petit trochanter, etc., etc. Et j'ai dit que ça, vous le prenez pour l'humérus, vous le mettez là, ça, vous en faites ceci, vous dégagez ça, et vous descendez ici, et vous avez un humérus. Voilà, c'est ça. La grande tubérosité est là, et la petite est là. Si vous avez, comme dirait la palisse, une tubérosité en dehors et une tubérosité en avant, eh bien, il va bien y avoir, entre les deux tubérosités, une gouttière. Vous me direz, ça pourrait être une dépression. Non, c'est une gouttière. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de la vraie gouttière. Vous voyez ici, là? Oui ou non? Hein? Ça marche, mon petit système? Là, c'est là. Ou alors, si vous voulez, je vais à nouveau me servir du fil de l'appareil. Ah ben j'ai même, ça doit être, je sais pas, une antenne, ce truc-là. Voilà, on va prendre l'antenne et on glisse. Ça va, l'antenne dans la gouttière. Ça marche, il y a une vraie gouttière. Vous la voyez là? Vous la regardez en sortant. Une gouttière qui se trouve entre la grande et la petite tubérosité. Dans cette gouttière va glisser un tendon primordial, tendon du biceps. Si ça s'appelle biceps, c'est qu'il y en a deux, n'est-ce pas? Et même, vous savez très bien que les os sont nacrés, n'est-ce pas? Donc vous vous doutez bien que entre les deux tubérosités, le créateur a placé d'une nacre à l'autre, d'un périoste à l'autre, pour parler scientifiquement, une petite nappe ligamentaire
Et ce tendon est enfermé dans cette gouttière. Est-ce que je me fais comprendre? D'où part-il, ce tendon? Ça va? Vous vous souvenez que la longue portion du triceps part du dessous de la cavité glénoïde. Eh bien, lui, ce n'est pas très visible dans mon dessin, c'est caché par la coracoïde. Il part du dessus. N'est-ce pas? Ah. Et grâce à cette gouttière, il ne peut pas se permettre, étant donné qu'il est enfermé dans cette gouttière, n'est-ce pas? J'y reviens. Il ne peut pas se permettre de prendre la corde. Êtes-vous d'accord? Il ne peut pas se permettre, sauf pour les gens qui jouent au hockey sur glace et qui prennent un bon coup, n'est-ce pas, et qui font sauter l'articulation, et encore, je ne sais même pas, ce tendon se voit obligé de faire un coude, de faire un détour et de passer dans cette gouttière. N'est-ce pas? L'autre tendon du biceps, pour tout vous dire, mais il ne faut pas que j'en parle trop parce que j'ai autre chose à régler auparavant, part directement de la coracoïde et ne fait pas tout ce manège. L'autre part directement de la coracoïde, vous voyez, là, celui-là, il fait tout un détour. Pourquoi? Dans quel but? Pardon? Oui, ça pour aller à l'omoplate, c'est un fait. Mais pourquoi va-t-il à l'omoplate en faisant un tel détour? Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas moi, livré des pommes de terre avec une estafette? Comme le tendon de la rotule. C'est-à-dire qu'en faisant ce détour, où vous livrez vos sacs de pommes de terre, vous êtes dans votre estafette, on ne voit plus ça maintenant, ou le charbon, mais il n'y a plus d'Auvergnat qui vendent du charbon. Hein, ah si, ça se fait encore, du bois dans les quartiers chics, non? Alors, donc, imaginez mon estafette, n'est-ce pas? Le plan postérieur de mon estafette, je lève le haut vent. C'est avec ça qu'on avait tué Mesrine, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez. Une estafette de livreur de charbon, on a levé le rideau, et plein de... Bon, passons. Alors, je ne sais pas s'il y avait la poulie, mais en général, quand on veut livrer des choses comme ça, vous regardez les immeubles du 18e dans Paris, vous voyez un très joli toit qui monte très haut, une lucarne, et au milieu de la lucarne, une poulie pour les déménagements. D'accord? Donc, cette poulie vous permet de prendre le sac sur votre estafette, la corde passe dans la poulie, vous tirez, ça vous donne un bras de levier fantastique, ça vous allège, ça coupe la puissance dont vous avez besoin et la fatigue qu'elle entraîne, n'est-ce pas? Et hop, mais comme le disait si bien Tarek, la rotule, n'est-ce pas, permet d'écarter le tendon de l'axe de rotation. Même chose, ça vous permet de donner des coups de pied, ça donne de la force. D'accord? Donc là, c'est la même chose. À côté d'un faisceau très puissant, vous avez un faisceau qui est dévié en dehors de 2 travers de doigts, pas 2 pouces, non, pas 2 pouces, mais de 2 travers de doigts à peu près, n'est-ce pas, de façon à obtenir, ou du moins ça lui permet d'avoir un bras de levier. Ça marche? Je ne suis pas très doué, moi, pour la physique de seconde. Mais vous vous souvenez vaguement les brouettes, non? Les poulies, non? Les balances, non? Et vous avez des bras de levier du premier genre, du deuxième? Non? Enfin bref, ça aide. Vous savez? Le fait que ça fasse ça, mais vous devez le sentir à l'œil, non? Le fait que ça fasse ça et ça fait bouillon, d'accord? Donc ça aide la force du biceps quand il est question d'écarter le bras et de le fléchir. Question? Comment, mon ami? Non! Vous avez été sourd. Je recommence, mais je vais peut-être recommencer vue de dos. Puis là, il restait un morceau du triceps. Alors, c'est une très bonne question. Ici, j'ai la cavité glénoïde, et là, un petit retour de courbe pour insérer la longue portion du triceps. Ça revient, ce truc-là. Si je dégage ça, j'ai un autre retour de courbe ici, où j'insère la longue portion du biceps. D'accord?
Donc on le voit très très mal, mais ça n'est pas sur la coracoïde, c'est au-dessus, sur le dessus de la cavité glénoïde, de même que la longue portion s'insère sur le dessous de la cavité glénoïde. Très bonne question, parce qu'on aurait pu en effet confondre. Ceci dit, c'est un peu anatomique, mais là tout de même, il faut que je respecte les choses. C'est le muscle le plus connu, n'est-ce pas? Et Dieu sait si dans la plupart des dessins, il est laid. Voilà. Ça va? Oui? Mais le biceps, c'est du genre à l'inverse de la laideur qu'on lui donne d'habitude en faisant une paire de mollets, n'est-ce pas? Blouf, comme ça. C'est du genre longuet, n'est-ce pas? C'est un muscle long. Donc, alors, je sais pas, alors, mais la dent de Michel-Ange, il est comme ça. Vous êtes d'accord? Mais de l'autre côté. Hein? C'est ça? Avec un long corps charnu comme ça. Pourquoi? Parce que la main pousse en prise comme ça. Si la dent de Michel-Ange avait été comme ça, d'abord c'était beaucoup moins beau, il n'aurait pas pu faire Gilly avec le bon Dieu. D'accord? Donc, c'est comme ça et vous avez une longue forme là. C'est le biceps que vous voyez là. Vous voyez, si je le contracte, hop, est-ce que vous me faites le plaisir de voir la différence? Je peux prendre quelqu'un, mais bon, ça va ou pas? Vous voyez que c'est monté ou pas? Est-ce que vous voyez que ça monte et que ça descend? Faites-moi plaisir. Bon, alors, malgré le gras. Donc, attendez, je reprends. Dans un premier temps, donc, il fait tourner la cupule. D'accord? Dans un temps, vous savez qu'il amène l'avant-bras au bras. Oui, mais aussi le bras à l'épaule. Donc, si je suis naturel, n'est-ce pas? Voilà ce que fait un biceps. Vous me suivez? Considérable. Et c'est vraiment un petit côte, quoi, non? Vous voyez, c'est pas bang, bang. Ouais. Donc, vous savez, de temps en temps, on fait ça et on fait ça. Ben, avec un biceps, on va faire ça. D'accord? Il faut qu'il ait en dessous de lui des copains qui soient des mono-articulaires un peu bêta et qui fassent clac, clac. Vous me suivez? Donc, pas trop de tendons, etc. Les voilà, ils arrivent. Auparavant, là, il faut que je fasse une coupe de l'humérus. Si vous regardez l'humérus comme ça et que vous le touchiez là, c'est comme une lame de couteau. Et là, bizarrement, sur la rotondité, il y a une autre petite éminence, comme ça, étroite et fine. Donc, si je fais une coupe ici, c'est très évident qu'en dehors, j'ai ceci, et en dedans, vous voyez, j'ai cela. Eh bien, sur le vivant qui n'a pas bouilli pendant 3 heures dans un pot-au-feu ou dans des cristaux de soude, n'est-ce pas, du périoste de l'os, n'est-ce pas, du périoste de l'os va naître une membrane. Et ça, c'est très, très important. C'est l'occasion vraiment d'en parler. Quand ça se situe, comme ça s'est déjà passé, entre le tibia et le péroné, vous n'avez aucun mal à comprendre. Ben voilà un tibia. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Un tibia droit, si vous voulez, face sous-cutanée, etc. Et voilà un péroné. Ça vous semble tout à fait logique d'insérer des muscles dans le vide. Non pas dans le vide, mais sur une paroi intermédiaire. Hein, ça vous paraît tout à fait convenable. Quand l'os est seul, il crée ses propres parois. Et là, tout de même, c'est à portée de la main. Si vous touchez ici, vous sentez le bord interne de la paroi. Et vous sentez que le triceps, je vous l'avais déjà dessiné pour le triceps, s'attache avec ses brosses, ses poils de brosse, n'est-ce pas? Les vastes s'attachent carrément sur tout ce plateau. Eh bien, en avant, c'est exactement la même chose pour un muscle qui s'appelle le brachial antérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'insérer, parce que sinon, le bras dans sa largeur serait réduit à la simple largeur de l'os. Est-ce que je me fais comprendre? Eh bien, quand vous regardez le bras, ah oui, il y a une aberration.
c'est que, malgré tout, regardez, globalement, le bras ressemble à l'os. Vous voyez? Eh bien, en médecine, par exemple, ils mettent tous l'os au milieu, comme ça. Vous voyez? Est-ce que ça vous paraît logique? Vous vous dites, si Debord dit ça, c'est que ça ne va pas. Non, mais réfléchissez. Où est l'épitroclée? Elle est là. D'accord? Donc, et là, ce point-là, il correspond à ça, c'est-à-dire à l'épicondyle. Là, vous avez la vraie largeur de l'os. Vous me suivez? Là, vous ne pouvez pas vous laisser prendre. Vous me suivez? Mais si je fais ça, la paire de fesses qui est là, la forme fessue, va s'étaler. Et tout ça, c'est du muscle. Vous me suivez? Donc, ça a beau être un peu homomorphe, l'os n'est certainement pas au milieu, il est là. Vous me suivez? Et tout ce qui est en dehors de mon doigt, c'est du muscle. La preuve, vous me suivez? Voilà, l'os est ici. On y est? Et on appellera ça les sus épicondyliens. C'est pour plus tard. Mais ça veut dire, en gros, que je vais avoir plus tard une masse de muscles qui s'occupe du pouce et de l'index, située ici. Et je garderai mon épitroclée allant dans le creux de la taille ici. Ça marche ou pas? Mais il faut tout de même en parler un petit peu dès maintenant, je trouve, hein, pour qu'il n'y ait pas cette vision aberrante. Ce n'est pas moi qui fais passer la valeur, hein, c'est vraiment trop bête, ce truc. Mais le jour de la valeur, si vous avez du temps à perdre, allez regarder, il faut tous l'os au milieu. Il n'y a vraiment pas de problème. Ah, ils ne sont jamais palpés, ça ne se fait pas. D'accord? Donc, vous avez l'épitroclée en dedans qui vient dans le creux de la taille, et en dehors, bien évidemment, une masse musculaire. Hein? Voilà, ici. Pour avoir l'épicondyle, il faut dégager cette masse musculaire. Question? Avec une course plus courte, lui donne une action, une puissance différente, un mode différent et un dessin différent. D'accord? Puisque ça va avec le reste. En fait, si vous prenez l'ensemble du corps humain, vous pouvez élargir votre raisonnement et voir à quel point, morphologiquement parlant, tous les muscles sont follement différents. La forêt enchantée. Follement différents. Tout simplement parce qu'ils répondent à des fonctions extraordinairement différentes. Et dès que vous passez à un animal quelconque, on dit ça dans n'importe quel bouquin, vous êtes bluffé par l'adaptabilité de formes qui sont parfois, attention, ne pas tout rapporter à l'homme, mais qui pourraient évoquer un peu certaines formes humaines et qui ont complètement été différenciées, dessinées autrement, conçues autrement, pour correspondre à une mécanique différente. Ça marche? Donc vos deux faisceaux du biceps, s'ils étaient mal dessinés et tous les deux courtes portions, ce serait vraiment ce qu'on voit partout, schlac, 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 vous me suivez? Là, non, il y en a un qui vraiment... et puis, je n'ai pas encore donné... De toute façon, je ne l'ai pas donné le biceps. Mais je n'ai pas donné la grande expansion, etc. Ce que je veux dire par là, ce vers quoi j'ai envie de vous conduire, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ça m'amuse de dessiner un biceps. Si vous voulez, c'est comme des mollets. Je me suis obsédé sur les mollets pour vous faire comprendre que ce n'était pas une paire de couilles vulgaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le mollet interne descend plus bas, le mollet externe est étroit, alors que dans la plupart des cas, vous voyez de machins ignobles. Les gens sont obsédés par les thyroïdes symétriques, les couilles symétriques, les mollets symétriques, et puis pourquoi pas? Voilà, comme ça, on finit dans l'académisme le plus sinistre, n'est-ce pas? Je me calme. Non, mais c'est vrai, on voit des biceps. Je sais pas, des trucs comme ça, quoi. C'est terrible. Voilà. Donc, mon but, c'est, en fin de parcours, on a le temps, on n'a pas de diapo, c'est de vous donner un biceps à la Debord. D'accord? Bien, on va essayer. Bon. Alors, il faut que je sois bien prudent. Je vais vous monter d'abord pour que ce soit bien logique. Hein. Donc, nous avons dit que sous le biceps, il faut des muscles courts et puissants qui l'aident pour que le tout soit complet.
n'est-ce pas? Donc, vous vous souvenez qu'en arrière, vous avez les vastes, n'est-ce pas? Je vous en dessine un de profil là-haut. Un vaste, c'est conçu de profil, hein, avec une plaque et des fibres, comme une brosse à dents, une balayette. Ça va? C'est pas du tout comme le biceps idiot qu'on voit chez les dessins crétins, n'est-ce pas? Où les fibres sont dans la direction du tendon. Ça va? Eh bien ici, c'est ce qui va se passer. Je vous ai dit donc que vous pouviez étaler, n'est-ce pas, une lame intermusculaire, une paroi intermusculaire, comme ceci. Vous étalez quelque peu. À ce moment-là, je reprends le raisonnement du triceps. Vous allez me planter des fibres qui regardent vers vous. On est d'accord? Qui regardent vers vous. Donc, vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est un muscle puissant dont les fibres regardent vers vous. Donc, je ne les dessine pas, je fais exprès un nuage. Et n'est-ce pas, vous comprenez bien que les fibres regardent vers vous. Et donc, elles regardent vers vous et la plaque tendineuse, n'est-ce pas, leur est posée carrément sur le dos, si vous voulez. Donc, vous les réunissez sur la plaque tendineuse. Voilà, une plaque tendineuse en éventail qui va justement sur la surface coronoïde du cubitus que nous évoquions tout à l'heure. Voilà, voilà le manche de la balayette, n'est-ce pas? Si vous voulez, je vais essayer de vous faire un petit effet pour que vous voyez bien la direction des fibres. Voilà, ça marche. Surtout pas dans le prolongement, n'est-ce pas? Je vais même effacer les sus épicondyliens pour que ce soit plus clair. Vous voyez, un muscle vraiment court, fibres courtes, puissant, pas de chicose, n'est-ce pas? Mais par contre, il va donner une forme ici qu'on voit très bien sur le vivant. Bon, la voilà ici. Il y a le gramme, mais elle est là. Et il est là. Le biceps est là, vous voyez, avec un bras de levier dont je reparlerai, si vous voulez, qui est tout simplement la distance entre la cupule et le centre de l'articulation. Le brachial antérieur, c'est ça. C'est-à-dire le muscle qui est en avant du bras, qui fléchit l'avant-bras sur le bras avec une puissance et une efficacité qui se voient dans son dessin. Ça vous va ou pas? Question. Brachial antérieur. Fléchisseur de l'avant-bras sur le bras. Question. Bon. Non? Bon. Dans les crucifix, je suis désolé de m'y référer, mais c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai. Voilà. On voit une droite, n'est-ce pas, extrêmement expressive. Vous voyez, malgré tout le gras que j'ai, au travers, on voit la droite. Vous voyez ce que je veux dire ici? Imaginez que quelqu'un me retienne d'aller vers l'avant, on verrait tslac, comme ça. Eh bien, ça n'est pas le biceps. Voilà, c'est un muscle qui se trouve sous le biceps. Extraordinairement simple. On ne peut pas faire plus simple. La situation, alors, là, il y a un tendon du biceps qui attend, donc on le met en dessous du tendon du biceps, si vous voulez bien, n'est-ce pas, qu'on va reprendre tout à l'heure. Je ne recouvre pas le tendon parce que ça ferait de la bouillie. Et un muscle qui n'a, étant donné les circonstances, n'est-ce pas, l'obliquité du départ, voilà, où vais-je me mettre? L'obliquité du départ, l'obliquité de l'arrivée, il n'a pas besoin de tendon, n'est-ce pas? Aucun besoin de tendon. Je me fais comprendre? Les tendons, vous le savez sans doute, sont là pour diriger le muscle d'une façon ponctuelle sur un point, contrebalancer, comme dans le grand dorsal, des longueurs par trop inégales dans les fibres, n'est-ce pas? Non, celui-là, c'est vraiment, tout bêtement, des fibres, n'est-ce pas, posées sous le biceps, allant de la coracoïde
à l'intérieur du bras. Il s'appelle, si vous y tenez, coracobrachial. Le tout, c'est la forme. Et là aussi, regardez, n'est-ce pas? Une forme extrêmement perceptible sur le vivant. Et Dieu sait si un bras interne, c'est pas commode à dessiner. N'est-ce pas? Je ne sais pas si on vous dessine ça, en coupant ça, vous demanderez ce que c'est que ce machin. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il n'y a pas de contexte, on est fichu. Eh bien, cette ligne-là, c'est le coracobrachial. Ça, c'est la paroi intermusculaire avec au-dessus le brachial antérieur. Ça va? Oui ou non? Question. Donc, si je puis dire, vous avez le soubassement mécanique du biceps, là. De quoi faire ça et ça. D'accord? Le biceps, il va faire le lien morphologique et mécanique entre l'épaule et l'avant-bras. Question. Sur la coracoïde en haut, sur le bras en bas. Bêtement. Sans aucun tendon. Il n'en a pas besoin. Même chez un courteau, qui a besoin de fibres courtes, il s'étale. Imaginez un type vraiment courteau. D'ailleurs, ça fait un peu courteau. Il s'étale. C'est tout. Il part de la coracoïde en enveloppant un bon morceau, comme ça. Il l'attaque comme ça. Il vient sur l'os. D'accord? Si par hasard, il avait... Bon, j'ai jamais disséqué un type ayant fait du bodybuilding. J'aime pas les monstres. Mais on peut imaginer... Je vous en mettrai jeudi, parce que j'en parle trop. C'est indigeste, mais je trouve tout de même que d'en voir de temps en temps, c'est pas mal. Pour voir à quel point c'est mal dessiné. Ça, c'est laid. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, si vraiment il gêne le biceps, à ce moment-là, on peut trouver une petite plaque comme ça, et pour compenser, j'imagine, chez ce genre de type, il va faire ça. C'est ce que je veux dire. Mais ça n'ira jamais plus loin. Il peut avoir une petite plaque courte pour ne pas trop gêner le biceps ici. D'accord? Autre question. Il y en a 3. Jean-Marc. C'était un peu la même question, mais sur l'humérus, il s'insère où le Il faut chercher la rugosité. À mon avis, c'est là. Là, on ne la voit vraiment pas. Mais à mon avis, c'est là. Je ne sais pas si de là où tu es, tu vois un petit ovale avec un petit sombre au milieu. Non? Là. Un petit ovale clair. Là, c'est très bien. Ça lui va très bien d'arriver là. D'accord? Vous voulez que je vous mette l'omoplate? Il faudrait que je mette la bonne, non? C'est pas possible. Ah, j'en ai quand même une là. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça devient évident. Non, regardez. Ça marche, Valérie? Comme ça, tout bêtement. Ensuite, Jean-Pierre. Donc, a priori, c'est un muscle à fibre longue. Non. Non, on ne peut pas dire ça. Je dirais fibre moyenne. Et puis, il a plutôt une gueule de... Tout de même, entre le biceps et lui, il y a une sacrée différence quand même. C'est la moitié du biceps en longueur.
Ah oui, ce n'est pas un muscle à fibre courte comme le brachial antérieur. Ah, c'est un rabatteur de bras, quoi. Il ressemble au grand rond. Est-ce que ça vous va, ça? Hein? C'est un grand rond, en fait. Ça, c'est pas bête, j'y avais jamais pensé. Il est temps avant de partir. C'est un grand rond entre la coracoïde et l'humérus. Voilà, je ne peux pas dire mieux. D'accord? Autre question, il m'en reste une troisième. Tarek. Il n'y a pas de tendon. Il le prend, il prend la coracoïde. Il laisse simplement un morceau de coracoïde. Voilà, il prend la coracoïde comme ça et il descend. C'est pour ça qu'en bas, il se retrouve avec un ovale. Ça ressemble aussi à la longue portion du triceps. Non, pas tout à fait. Mais l'insertion... Vous vous souvenez du vieillard où on voyait la longue portion du triceps s'insérer sur la plaque tendineuse? Vous vous souvenez? Ça faisait une espèce d'ovoïde extraordinaire. Comme ça. Ben, voilà, c'est ça. D'accord? Oui, mon cher. Par contre, j'ai laissé ça tout nu, hein, là, dans la coracoïde. Alors, allons-y. Donc, là, je prends ça, je compte 1, non, 2, non, 3, 4, 5. Et là, j'y vais avec un muscle extraordinairement puissant. Attendez, je suis en train de dessiner de travers, là. Je ne me souviens plus. Donc, il faut que j'ai une égalité de fibres. Comment je me débrouille? Oui, c'est ça. C'est le contraire de ce que je faisais, dites donc. Vous voyez, comme il est en dessous, je ne m'en souviens pas. Voilà, là, je peux l'avoir, mon égal. Ah, oui, oh, ça n'allait plus du tout. Donc, comme il est en dessous, comme je ne le vois jamais, vous voyez à quel point j'aime oublier ces choses. Hein. Donc, voilà. Là, vous pouvez supporter parce qu'il y a une égalité de fibres. Vous êtes d'accord? Hein, c'est à peu près bon. Schlack, schlack. Donc, je me calme, je raccourcis là. Voilà, je vais même raccourcir comme ça. Voilà, c'est exactement l'envers de ce que je faisais. Voilà, 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 voilà. Alors, celui-là, n'est-ce pas, quand vous êtes le bras tombant, il est là, il dort. Je ne sais pas si vous avez envie de le sentir. Vous pouvez mettre la main là, lever le bras en arrière, hop, et vous sentez une boule qui vous lève la main. Boule. Une forme ovoïde qui vous lève la main. D'accord? Ça marche ou pas? Hein? Vous êtes calme, schlack, ça vous lève la main. Voilà. Donc, on l'appelle petit pectoral. Je n'ai pas du tout envie ce soir, surtout pas maintenant, peut-être à la fin, de vous sortir un grand pectoral. Tout le monde connaît le grand pectoral, il est là, il vient sur la lèvre externe de la gouttière bicipitale, on y reviendra, n'est-ce pas? Donc, en se drapant comme ceci, comme cela, et comme cela, en se retournant, de façon à obtenir l'embranchement magnifique là, du bras dans le torse. Donc là, on n'est pas du tout à ce stade. N'est-ce pas? Mais un petit hommage à Lecœur, mon prédécesseur, n'est-ce pas? Il avait très bien vu, et là, ce soir, c'est vraiment évident, n'est-ce pas, que ce petit pectoral était très puissant, bien plus puissant que le coracobrachial. Et il avait évidemment constaté, comme nous venons de le faire, que ça servait à abaisser le moignon de l'épaule et lever le coude en arrière. Hein? C'est peut-être moins utile que de faire ça. Vous me suivez? D'accord? Donc, tout à l'heure, quand on évoquera l'atrophie bicipitale, n'est-ce pas, par exemple, je ne suis pas médecin, mais il faut tout de même penser à ce drame de certains individus qui voient disparaître leur biceps avec l'âge, n'est-ce pas, qui n'ont plus la possibilité d'amener la nourriture à la bouche, par exemple. Eh bien, Lecœur a eu cette idée géniale de les empêcher de lever le coude en arrière, vous me suivez, de décrocher le petit pectoral, de le passer dans le bras et de l'accrocher soit sur le coracobrachial, soit sur le biceps. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on se rendait vraiment compte de l'importance, on se rend, parce que ça se fait toujours, on se rend compte de l'importance du petit pectoral parce qu'il y a un vrai trou, là, vous me suivez? Donc c'est vraiment un muscle qui joue, quand vous regardez un kouros grec, je suis désolé de ne pas avoir de diapo,
Mais quand vous voyez un kouros grec, vais-je être capable de dessiner ça? Il y a une superbe unité, n'est-ce pas, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une superbe, vous avez le cou qui est comme ceci, n'est-ce pas? Et vous avez une superbe unité là. Il ne faudrait pas croire, je me fais comprendre ou pas, hein? Il ne faudrait pas croire que cette superbe unité, ce soit le grand pectoral. Non, il y a aussi tout ça, là, tout ce beau méplat, n'est-ce pas? C'est dû au petit pectoral. Si vous n'avez pas de petit pectoral, et il y a des gens qui ont un petit pectoral très faible, ça fait un véritable trou. Et il y a même mieux, je vous montrerai peut-être dans des diapos, il y a des gens comme chez moi, mais je ne veux pas me dévêtir, n'est-ce pas, où on voit la limite, le grand pectoral n'est pas tellement développé, donc on voit une espèce de ligne verticale, vous voyez ici, là, vous la remarquerez peut-être chez vous, une ligne verticale qui est sous le grand pectoral, hein, bon, chez la femme, il y a le sein, donc c'est beaucoup moins facile à repérer, eh ben, à moins qu'il soit vraiment très localisé, très étroit et un peu externe, ben, on voit parfois la limite du petit pectoral. Donc, ce n'est pas du tout de la bagatelle. Voilà. Et alors, vous voyez, c'est tout de même très intéressant parce que du même promontoire osseux qu'est l'apophyse coracoïde, vous avez cet élément moteur qui va vers la cage et pour le moment, le coracobrachial qui va vers le bras. Ça va? Question? Pardon, bien plus? Je dirais plutôt que c'est parce qu'ils n'ont pas la même direction. N'est-ce pas? Il y en a un qui fait donc cet éventail là. Vous m'obligeriez presque à dessiner un grand pectoral. Moi, ça me plaît assez, mais j'ai peur que ça trouble. Le grand pectoral s'insère là. Les fibres les plus inférieures deviennent les plus supérieures. Je vais essayer d'être très discret, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà un grand pectoral, n'est-ce pas, ici. Vous voyez? Donc, il s'épaissit, tout le monde le sait. Ici, si j'ajoute le sein, tout le monde sait que ça fait ça. Dessiner un sein sans tenir compte du grand pectoral, c'est un peu particulier. Vous me suivez? Ça ne lui va pas du tout à mon pauvre bonhomme, ce sein, n'est-ce pas? Mais vous voyez, je vais lui retirer parce que c'est vraiment un peu laid. Donc, vous voyez, j'avais oublié que c'était un monsieur. Alors, vous voyez ce grand pectoral qui est ici, n'est-ce pas? Il est épais là, n'est-ce pas? Même chez moi, c'est extrêmement épais. Par contre, ici, c'est très peu épais. N'est-ce pas? Donc, ces directions. Ceci dit, vous avez des gens, vous avez vu le vieillard maigre, par exemple, quand il serre les mains comme ça, vous vous souvenez, vous avez fait « Ah !» hein? Parce que c'est tellement discret d'habitude, quand vous voyez les faisceaux, ça vous surprend. Ça me manque vraiment, les diapos ce soir. Donc, n'est-ce pas, étant donné que la direction du grand est comme ceci, là, le fait d'apercevoir ça, ça et ça, c'est tout de même tout à fait dans une autre direction. Je crois que c'est ça, surtout. Pas qu'il soit tellement... Il n'est pas comprimé. Le long du corps. Ah bah oui, oui, absolument. Mais si vous vous mettez comme ça, à ce moment-là, il est en bonne position pour être très visible. Ça va? Pardon, mademoiselle? Oh là 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 là, dans 15 jours, 3 semaines. Le grand pectoral s'insère sur la clavicule, le sternum, les cartilages chondrocostaux en raccordant avec les grands droits, se retourne et va sur la lèvre externe de la trochlée. Laissez ça de côté, c'est beaucoup trop compliqué pour le moment. Mais le tout, c'est que ce soir, vous regardiez où sont vos seins. Oh, vous me suivez? Vos seins, et que vous voyez que le sein est là, et que le grand pectoral est là. D'accord? Vous me suivez? Ça, c'est important, hein, parce que c'est très simple. Le grand pectoral, le sein. Vous me suivez? La fesse, le grand fessier. Vous voyez? Pas ces horreurs de fesses comme ça, ou ces horreurs de seins comme ça. Vous me suivez? Un grand pectoral, un grand fessier sur lesquels on accroche le muscle. D'accord? Autre question.
Alors, j'y vais quand même maintenant. Il est temps pour le biceps. Hein. Le biceps, nous avons vu que dans un premier temps, n'est-ce pas, il fait pivoter le pouce comme ceci, quand on contracte. Si la main se laisse aller, tchlouk, le biceps se couche, il est long, décontracté. Et c'est au premier rang, vous vous rendez compte? Et c'est celle qui m'a posé une question à la limite de la correction, comme ça. Dans ce cas-là, je peux devenir épouvantable, hein, non? Je vous en prie. Si ça pouvait servir de leçon, peu à peu, hein, je ne vais tout de même pas faire comme dans les spectacles, veuillez éteindre vos portables, non? C'est ma dernière année, je supporterai. Bon, alors qu'est-ce que je racontais? J'en ai marre. Voilà, oui, la dent de Michel-Ange, il a un gros biceps comme ça, il a la main au repos, le biceps d'ailleurs a un volume considérable. Le biceps a un volume considérable. Je suis sûr qu'il y a dans l'assistance des gens qui ne me reconnaissent plus, non? D'accord. Alors, il a un volume considérable. Vous faites ça, il se contracte. Vous faites ça, il continue à se contracter. Vous faites ça, 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 ça. D'accord? Donc, il est rotateur du radius autour du cubitus. Cubitus et du radius sur l'humérus et de l'humérus sur le torse. C'est vraiment le muscle le plus chic qui soit et le plus polyarticulaire qui soit. Plus encore, à peu près aussi chic qu'un couturier hélicoïdal. C'est vraiment un muscle qu'on ne devrait pas prendre avec vulgarité, n'est-ce pas? Absolument pas. Donc, on s'offre les deux tendons dont j'ai eu besoin pour définir les formes de l'humérus, ce tendon-là et ce tendon-là, l'un allant directement à la coracoïde, l'autre passant dans la gouttière, le bras de levier pour rejoindre le dessus de la cavité glénoïde. En bas, vous avez compris, tubérosité bicipitale. Oui, mais il faut bien avouer tout de suite une chose. Si je vous... Ça va? Si je vous montre mon avant-bras et que je vous dis une fois de plus, regardez, partant de l'épitroclée, pourquoi ai-je une si importante épitroclée? C'est bien parce que j'ai d'importants fléchisseurs. Vous me suivez? Bon. Donc, ordinairement, l'avant-bras, ça devrait être un paquet de fléchisseurs allant à l'épitroclée. Je devrais avoir une forme, schlock. Vous voyez? Ben non, vous voyez très bien qu'il y a un arceau là. D'accord ou pas? Même chez moi, on le voit très bien. Et si je fléchis comme ceci, vous voyez que le tendon du biceps est là, et c'est lui qui donne naissance à l'arceau. D'accord? Donc, en fait, il a en plus autre chose, n'est-ce pas? C'est que du tendon qui est là, et qui va remonter, je vous l'accorde, il y a un arceau extraordinaire qui fait le tour ici, qui va se retourner pour aller sur le cubitus, arceau dans lequel vont se loger, ce sera pour plus tard, mais ça vous pouvez le comprendre dès maintenant, arceau dans lequel vont se loger les fléchisseurs, n'est-ce pas? En changeant de façon passionnante la forme de l'avant-bras d'une façon incroyable, un retour de courbure, ce qui est vraiment délicieux, n'est-ce pas? Vous voyez? Au lieu d'avoir bêtement un ovoïde comme une bouteille de Perrier rallongée qui irait comme ceci, vous voyez les tendons là, schlock, ça devrait venir là. Non, non, le biceps envoie un arceau pour bien évidemment aider ses muscles à se maintenir en une masse bien homogène de façon à gagner en efficacité. Donc c'est vraiment, le biceps, c'est pas du tout simple, n'est-ce pas? Donc, je monte, tendon allant sur la tubérosité bicipitale, vous êtes d'accord? Mon arceau est un peu trop à 90 degrés, là. Je le redessine, voilà, n'est-ce pas? Donc on dit aussi une expansion bicipitale allant sur l'humérus.
J'espère que vous me suivez, que ce n'est pas trop compliqué. J'ai peut-être intérêt à le dessiner en blanc, non? Donc, vous avez un tendon inférieur ici, deux tendons supérieurs là. Voilà une portion du biceps, son ébauche. Souvenez-vous, là aussi, je ne peux pas vous montrer de diapo. Léonard de Vinci, qui a été l'un des premiers à en donner une forme et une vision mécanique parfaitement intelligente, n'est-ce pas, mettait des ficelles là-haut, dans la gouttière pour comprendre les bras de levier, etc., etc. Donc, imaginez que vous soyez Léonard, vous mettez des gros cordages comme ça dans la direction du muscle. Ça vous donnera un dessin de toute façon plus tendu. Alors, la courte portion, celle qui va directement à la coracoïde, fait un ventre assez net comme ceci. N'est-ce pas? Si je reprends au fusain, ça surplombe le brachial antérieur, n'est-ce pas? Et ça descend comme ceci. Voilà la courte portion du biceps. Vous voyez, il est donc soutenu par cette courte portion, est donc soutenue dans une vision courante par le coracobrachial. Le coracobrachial ne disparaît pas tout à fait. On le voit très bien dans cette position-là, beaucoup moins évidemment ici. Mais vous voyez, ça vous fait un bloc charnu ici, que ne distingue dans mon dessin que la couleur. N'est-ce pas? Vous avez donc, si je résume, la direction de la courte portion qui est comme ceci, avec le coracobrachial ici et le brachial antérieur là. Ça marche? Ce qui est tout de même intéressant. D'accord? Un coup de fusain pour limiter la courte portion. Je l'ai un peu alourdi là, malheureusement, pour être plus efficace pédagogiquement. Voilà. Je vais essayer de vous la montrer. Ça va? Vous mettez le doigt ici entre les deux portions. J'y arrive pas. Là, ça y est, j'y suis. Voilà. Vous avez la courte qui est ici, la longue qui est là. Hein, voilà. Là, j'y suis. Je suis vraiment bien. Donc, la courte ici, la longue là. Et la longue, paradoxalement, à l'œil, est plus courte que la courte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Étant donné qu'elle fait le détour, en anatomie, elle est plus longue à cause de son détour, mais sur le vivant, ça n'est absolument pas bêtement symétrique, n'est-ce pas? La déhiscence entre les deux, là, ce n'est pas tellement évident. Voilà, vous avez le tendon, n'est-ce pas? Vous avez les deux portions. Voilà, vous avez les deux portions. Ça ne marche pas très bien, hein, cette craie blanche. Ça fait poudreux. Ça bave. Je ne peux pas dessiner autant que je le voudrais. Donc, un fusain. Voilà, vous avez donc la longue portion qui est ici, la courte qui est là, et voilà un biceps qui a une gueule de biceps avec un côté tendu, n'est-ce pas? C'est ça surtout. Soutenu par le coracobrachial et par le brachial antérieur. Qu'est-ce que je vous avais mis au menu encore ce soir? Oui, j'avais trouvé ça laid, donc j'avais coiffé avec un deltoïde. Mais là, je trouve que c'est tellement explicite, je me demande si je n'ai pas intérêt à vous laisser ça comme ça, sans couvrir. En bas, c'est assez moche, non? Les deux faisceaux. Au moins, là, vous le voyez. Oui, c'est pas très bien vu, là. Vous voyez, étant donné qu'avec mes doigts, j'ai du mal à les distinguer, il ne faut pas trop... Voilà les deux ventres. Courte portion, longue portion, n'est-ce pas? Voilà.
Bon, mais je peux continuer quand même un tout petit peu. Hein? Ordinairement, il y a des images. Je peux y aller? Je voudrais préparer le terrain pour l'avenir. Là, vous vous souvenez, il y a la petite tubérosité et là, la grande tubérosité. Donc, et il y a la gouttière. Donc, vous m'avez entendu dire plus d'une fois, sans trop insister parce que j'en avais vraiment jamais parlé sérieusement, tel muscle, le grand dorsal, s'insère sur la lèvre interne de la gouttière bicipitale. La gouttière bicipitale, c'est ça. La gouttière bicipitale, c'est ça. N'est-ce pas? La gouttière bicipitale, c'est ça. Ça va? Les lèvres dont je parle, ce sont les lèvres claires que vous voyez de part et d'autre de cette béance. Ça marche ou pas? Dire qu'un muscle s'insère sur la lèvre interne de la gouttière bicipitale, c'est dire qu'il s'insère là. On y est? Exemple, la rugosité qui est là, c'est le grand rond. Le blanc qui est ici, c'est le grand dorsal. Mais là, je n'ai pas mes lunettes. Si, je crois que sur celui-là, ça se voit très bien. Oui, c'est ça. Là, je pense que sans trop insister, c'est un monsieur d'un certain âge, sans trop insister, vous voyez un espèce de J ou de U, là. Donc, comme c'est en continuité, si vous me croyez sur parole, il y a donc un muscle qui vient à l'extérieur de la gouttière bicipitale, sur cette espèce de J ou de U, qui signifie donc un retournement de la forme. Vous n'en pouvez plus, là. Allez, 3 minutes. Il y a la gouttière bicipitale. Il y a un tendon qui passe dedans. Il y a des rugosités de part et d'autre. Ces rugosités voient aboutir des muscles. Exemple, le grand rond, rotateur interne, qui partait de l'arrière de l'omoplate, qui va à l'avant sur cette gouttière bicipitale. Exemple, le grand dorsal, rotateur interne chicos, qui part de la hanche, qui prend le grand rond, se retourne, va à l'intérieur de cette gouttière bicipitale. D'accord? Regardez, c'est très étonnant. J'essaie de vous dire aujourd'hui en fin de parcours qu'il y a une espèce de J ou de U, n'est-ce pas? Ici, en dehors de la gouttière bicipitale. Voilà le biceps. Ici. Voilà un muscle qui va en dehors de la gouttière bicipitale, le grand pectoral. Voilà des muscles qui vont en dedans de la gouttière bicipitale. Ce qui est distant de ça sur l'humérus, eh bien, ce sont des muscles qui passent d'un côté du biceps, de l'autre du biceps. Donc, ça devient l'embranchement du bras, n'est-ce pas? S'achève sur la gouttière bicipitale avec des faisceaux musculaires qui se dessinent, le biceps passant là. Est-ce que je me fais comprendre? Cette toute petite gouttière bicipitale. Il y a des muscles qui arrivent comme ça, il y a des muscles qui arrivent comme ça, le biceps qui passe entre les deux. Ben, c'est l'avenir pour nous, de descendre un biceps, de monter un grand pectoral, de monter un grand rond et un grand dorsal. Donc je dirais, ça va. Pour le grand rond, ça va, je peux y aller 2 minutes. Pour le grand rond, le grand dorsal, lèvre interne de la gouttière bicipitale, grand pectoral, lèvre externe, insertion en U ou en J. Vous n'avez rien compris, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est la méthode assimile. La prochaine fois, je pourrai m'en resservir. D'accord? Question? Oui, Tarek. Oh, je ne pense pas, mon ami, je suis trop serré, trop étroit. Il faudrait que je lève. D'accord? Oui, monsieur. Oui. Là, j'ai le coracobrachial, le biceps, le brachial antérieur. N'est-ce pas? Si, ici, franchement, Tarek, je ne pense pas que je vois. Il faudrait au moins que je lève là pour mettre au-delà, ici, chez moi évidemment pas, mais chez d'autres, on pourrait imaginer que le triceps déborde parce que la plaque fait que ça déborde. Mais là, franchement, tel que je suis, je peux me contenter de ça. Hein. La droite ici, due au biceps, le coracobrachial au-dessus, comme dit notre ami en haut,
qui suit et l'autre qui suit en dessous. Une question, oui, allez-y. Vous pouvez nous rappeler le nom du muscle qui est là C'est pas un muscle, c'est le biceps lui-même, n'est-ce pas, qui envoie une expansion pour sangler les fléchisseurs, d'accord? Donc c'est une sangle tendineuse, très très belle, pour sangler les fléchisseurs. Est-ce qu'il y a un garçon qui veut bien m'apporter ses bras? Attendez que je choisisse, j'ai pas... pull beige, avec une petite barbe de 2 jours. Eh bien, il n'a pas l'air content, mais il vient gentiment, d'accord? J'ai pas de diapo. Souvenez-vous à quel point ça vous a été agréable que d'autres le fassent. Alors ne m'en veuillez pas de vous faire passer ce mauvais moment. Allez-y, retirez-moi votre t-shirt. Il a un superbe cartilage de la 8e côte. Il a un enfoncement du sternum. Tournez-vous. Vous voyez ce qui est... Vous voyez un homme, c'est ça un homme, n'est-ce pas? Regardez, il a un cartilage... Donc bougez pas, laissez-vous aller. Il a un cartilage de la 8e côte, je l'ai tout de suite vu. Il a le cœur qui bat, regardez. Ça lui enfonce l'infundibulum encore plus, vous voyez. L'angle de Louis, le manubrium sternal, vous voyez comme ça vient en avant. Allez, on va le calmer. On prend ce bras-là? Non, ils ne vont pas comprendre, on va prendre celui-là. Allez-y. Voilà. Alors, mes amis, voilà le grand pectoral. Appuyez sur mon épaule, monsieur, s'il vous plaît. Regardez comme c'est beau. Vous voyez? Voilà le grand pectoral, c'est pour plus tard. Hein? Vous, il y a un sein là, vous serez gentil en vous lavant les dents ce soir de regarder. D'accord? Il y a le deltoïde qui coiffe. Et moi, ce que je trouve admirable, c'est l'embranchement. Vous voyez le biceps qui glisse là-dessous. Vous me suivez? Bon, mais ce n'est pas le biceps seulement. Regardez comme c'est beau. Voilà le biceps, le coracobrachial. Ça vous va? Appuyez, mon vieux. Voilà. D'accord? Ça, c'est le triceps. Ça, c'est le coracobrachial. Ça, c'est le biceps. Il a une veine que Michel-Ange aurait adorée. Michel-Ange adorait les veines sur le biceps. Alors, allons-y. Ramenez la main vers vous. Oui, attendez, excusez-moi, il faut que je prépare dans ce cas-là, comme ça. Hein. Ramenez la main vers vous. Voilà. Vous voyez, coracobrachial, biceps, on lit très mal la partie inférieure du biceps, justement à cause de cette veine. Je vais essayer de me débrouiller. Tire encore un coup. On lit très mal. Brachial antérieur ici, le tendon du biceps, là, et l'expansion est là. Est-ce qu'on la voit un tout petit peu? Détendez-vous, mon ami. Non, on ne la voit pas du tout chez lui. Et il y en a, pour ainsi dire, pas. Voilà, mais c'est très bien. Poussez ma main. Comme ça, voilà. Vous voyez le grand pectoral, le deltoïde? Allez, je vous offre une épaule avant de partir. Comme ça, il est de dos, ça l'intimidera moins. S'il a de superbes épaules avec un... Ouvrez bien la main. Voilà, appuyez. Me poussez un cri d'admiration. Voilà, regardez ce que ça entraîne. N'est-ce pas, le fait que vous ayez été ému? Vous voyez, il vous sort son grand dorsal. Voilà le grand rond, le grand dorsal, qui vont sur la lèvre interne, je le case, la lèvre interne de la gouttière bicipitale, et le grand pectoral va sur la lèvre externe. Ce sont tout de même des formes, n'est-ce pas, qui sont à des kilomètres. Le biceps passe entre les deux, et en fait, ils arrivent à quelques millimètres sur le biceps. Merci beaucoup. Ça va? Bonsoir.